Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur. Ici Thibaut et je suis avec Mogen aujourd'hui. Coucou. Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour, vous l'attendiez, la suite, le début de la suite, je devrais dire même, de la nouvelle Capenna, voilà, des rues de la nouvelle Capenna, la nouvelle édition de Magic, que vous avez peut-être déjà pu tester en avant-première ou en ouvrant des boîtes. Mais nous on va vous parler aujourd'hui d'un des decks commandeurs, puisque on va avoir un épisode par deck, autant vous dire qu'il va falloir être patient pour les derniers. Mais voilà, on a estimé que c'était plus intéressant de les aborder un par un, plutôt que de s'amuser à faire des épisodes doubles où on rush, ou alors les épisodes font 2 heures de long. Voilà, c'est plus agréable pour ceux qui veulent parler, ou plutôt entendre parler du deck en question, voilà. Et voici venir la phase de pub durant laquelle nous allons vous le rappeler d'aller nous suivre sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, pour avoir toutes les news, toutes les infos de la tour de commandement, savoir quand est-ce que les vidéos sortent, mais également savoir quand est-ce que nous réalisons les différents lives sur Twitch. Et si jamais vous ne pouvez pas assister au live, vous avez les archives de la tour de commandement pour voir les replays de ces live Twitch. Nous en profitons également pour remercier les tipeurs de la tour de commandement. Sans eux, rien ne serait possible, car ils nous soutiennent financièrement chaque mois ou ponctuellement et nous permettent de continuer à investir dans les différents projets de la tour. Donc un grand merci à eux, et si jamais vous souhaitez les rejoindre, c'est dans la description de la vidéo. Le deck dont on va parler aujourd'hui, c'est la cacophonie des Cabaretti. Du coup, le deck blanc, rouge, vert, puisque c'est ça les Cabaretti, c'est Naya, pour ceux qui connaissent, et on a beaucoup de choses à dire dessus. Et comme d'habitude, on va parler évidemment des commandants en premier, donc les commandants exclusifs du deck, puis ensuite les réédités dans le deck, donc ça peut être sympa de parler un petit peu de ces commandants là aussi, ils ont le droit à leur heure de gloire. Et après on parlera des nouvelles cartes, donc toutes les nouvelles cartes une par une, on vous détaille le tout, on va en parler vraiment dans le détail. Et ensuite on parlera de manière plus globale des bonnes rééditions dans le deck, enfin, du moins certaines d'entre elles, mais ça on y reviendra un peu plus tard je pense. Et let's go. Eh ben écoute, on est parti avec les commandants, et avec le commandant principal du deck, Kit Kanto, Diva du Chaos, une créature légendaire chat, barde et druide qui coûte 4 mana dont un rouge, un vert et un blanc. Et elle dit surtout, quand elle arrive sur le champ de bataille, créez un jeton de créature 1-1 verte et blanche citoyen. Au début du combat pendant le tour de chaque joueur, vous pouvez engager 2 créatures dégagées que vous contrôlez. Quand vous faites ainsi, une créature ciblée que ce joueur contrôle gagne +2/+2 et acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Incitez cette créature, et c'est une 3-3. C'est une créature et un commandant bien original. Bon, déjà on a un bon body avec un bon effet d'arrivée en jeu vu qu'elle arrive avec un 1-1. Pour 4 c'est correct. Par contre la deuxième capacité me laisse un peu perplexe. Je comprends. La deuxième capacité donc, vous permet d'engager 2 créatures à chaque combat pour donner +2/+2 piétinement et inciter une créature. Ça va vous permettre de forcer vos adversaires à utiliser leurs menaces contre vos autres adversaires, donc ça c'est pas mal, et de booster l'une de vos créatures pendant votre tour. Mais ça paraît étrange dans un deck token malgré tout. J'aime bien la capacité, c'est très politique. Mais je suis assez perplexe sur un deck token comme celui-là. Je suis assez d'accord, parce qu'en fait, mine de rien, tu calcules, si tu veux booster une créature pendant ton tour, inciter une créature pendant le tour de chaque adversaire, t'as besoin de 8 créatures à engager pour utiliser la capacité à chaque fois. Ça fait beaucoup. Alors soit d'un côté il va falloir que tu sélectionnes vraiment beaucoup en disant non mais je veux que ce soit ce joueur avec cette créature qui attaque uniquement et en gros tu vas engager tu vas inciter qu'une fois par tour. Ok d'accord, pourquoi pas. Mais je trouve ça un peu pauvre en fait derrière parce que ça veut dire que Kit Kanto elle a un boost pour tes créatures qui est, je vais pas dire minime, c'est un +2/+2 piétinement, c'est sympa. Mais ça demande quand même à ce que tu engages 2 de tes créatures. Donc même dans un jeu jeton, pour quand même avoir été un gros joueur de jetons à un moment, et même encore aujourd'hui, c'est vrai que y a un truc qui me plaît pas trop. L'incitation c'est sympa, mais il y a un autre problème aussi qui me vient à l'esprit. On avait un peu parlé en écrivant ce script, mais le gros souci pour moi, c'est surtout que qu'est-ce que tu fais dans un deck qui est très synergique autour du nombre de créatures? C'est-à-dire, soit un autre deck jeton, ah mince, ça se passe pas bien contre un autre deck jeton, mais soit contre des decks aussi tribaux, du style gobelin, elfe, slivoïde,
tu fais quoi? Tu vas en inciter un, mais en fait t'as tous les autres qui peuvent venir te bourrer et ils auront autant de dégâts en fait, sauf le ah bah non on n'a pas plus de piétinement. T'es là bah oui mais en fait je m'en fous parce que j'ai 10 créatures qui viennent t'attaquer qui sont déjà boostées entre elles quoi. C'est compliqué. J'ai un gros doute sur ce commandant. Moi aussi. Mignon le chat, mais voilà. Et puis l'effet d'arriver en jeu, il est sympa. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas un truc du style à la, tu sais, à la Jirina Kudro. C'est, elle fait un jeton pour chaque fois que le commandant a été lancé depuis la zone de commandement cette partie. Ça aurait pu être sympa. Là, il n'y a pas de plus-value en fait en soi. Et maintenant le commandant secondaire, donc Fabine, confidente du patron. Pour 3 et Naya. C'est une créature légendaire chat et conseiller qui dit que les jetons de créatures que vous contrôlez ont la célérité. Et en deuxième capacité, pour parler, au début du combat pendant votre tour, chaque joueur révèle la carte du dessus de sa bibliothèque. Pour chaque carte de terrain révélée de cette manière, vous pouvez créer un jeton de créature 1-1 verte et blanche citoyen. Ensuite, les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1 jusqu'à la fin du tour. Pour chaque carte non terrain révélée de cette manière, chaque joueur pioche ensuite une carte. Et c'est une 3-6. Ok, alors là, le retour du pourparler, c'était quand même, je vais pas dire inattendu, mais... Bah oui, c'est sympathique. Pourparler, c'est une capacité de conspiracy 1, donc ça commence à dater un petit peu. Avec ce côté, oui, on révèle les cartes du dessus de la bibliothèque de chaque joueur, pour avoir ensuite des effets en fonction de terrain, non terrain. Et j'avoue que ça m'a l'air pas mal, en fait. Le seul souci que j'ai... Le petit souci que j'ai... Oh mon dieu... c'est le fait que justement comme on va pas contrôler le dessus de la bibliothèque des adversaires, et le nôtre on peut un petit peu, mais celui des adversaires un peu moins, ça va être compliqué, bah en fait la plupart du temps ça va être je vais avoir un bonus, et on va voir lequel, voilà. Après c'est extrêmement fort parce que tu te dis, faire 3 ou 4 jetons pour le nombre de terrains, sachant que les terrains constituent généralement un tiers du deck à peu près, en termes de quantité de cartes, bon c'est sympathique, mais le boost derrière est quand même pas mal du tout quoi, plus 1 à toutes tes créatures, tu te dis, ok, s'il y a 3 cartes non-terrain qui sont révélées, oui, c'est pas mal du tout, quoi. Moi, un +3/+3, je prends tous les jours, comme ça. Oui. Et puis, la célérité. C'est ça. Voilà, c'est sympa. Non, elle est vraiment très bien, c'est un très bon commandant. J'aurais préféré que ce soit le commandant principal, en vérité. Qu'elle soit moins chère. Et moins chère, oui, parce qu'elle coûte 6 à jouer malgré tout, faut pas oublier. Ouais. Mais elle marche bien, mine de rien, elle marche très bien, je trouve. Mmh. Après, elle pourra peut-être bénéficier de l'appui d'un autre commandant pour parler du deck, dont on va parler juste après. Mais voilà, c'est vrai qu'elle coûte un peu cher, mais en même temps, c'est justifié à cause de tout ce qu'elle fait. Oui. Alors, le troisième nouveau commandant, mais lui qui ne peut pas être à la tête du deck parce qu'il n'a pas les 3 couleurs, c'est Bess, nourrisseuse d'âme, une créature légendaire humain et citoyen 1-1 qui coûte 3 mana, dont un vert et un blanc. Et à chaque fois qu'au moins une autre créature avec une force et une endurance de base de 1-1 arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez un marqueur +1/+1 sur Bess, et à chaque fois que Bess attaque, chaque autre créature que vous contrôlez avec une force et une endurance de base de 1-1 gagne +X jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de marqueurs +1/+1 sur Bess. Et il y a beaucoup de choses à dire sur la Bess, elle est très très bien, j'aime beaucoup Bess. Ça va vous encourager à jouer token, beaucoup de petits tokens. Principalement des fameux 1-1 assez classiques dans esprit. Elfe, esprit, citoyen. Humain, ouais. C'est déjà d'ailleurs. Soldat. Il y en a plein, c'est... Saprobionte. Pas oublier les saprobiontes, important. Bess saprobionte. Challenge. Alors, heureusement ça marche pas avec les plantes 0-1. Ah, zut. Il y a des plantes à 1 aussi, ça va. Oui, il y a les plantes à 1, mais pas avec Avenger de Zendikar. Ouf. Mais ouais, ça marche très très bien parce qu'elle va se booster à chaque fois que vous allez poser des tokens. Et quand elle attaque, elle va donner à tous ces mêmes tokens son bonus. Et ça permet de coller des patates absolument stupides. J'aime beaucoup, elle coûte pas cher en plus à jouer, elle coûte que 3. Ouais. Rien à redire. C'est très intéressant en fait. Il faut vraiment compter par contre une chose. Le commandant est très très important dans ce deck là, je pense. Quand on joue Bess, le but c'est de booster notre commandant à fond. Juste vraiment, alors la booster pas avec du Voltron, mais la booster avec les marqueurs. Et comme c'est incidentel avec l'arrivée de jetons 1-1 qui sont quand même très courants dans le jeu, je pense que du coup il faut la protéger beaucoup. Donc la rendre indestructible, lui donner des moyens de se protéger, c'est largement faisable dans ces couleurs là il paraît.
Lui donner le vol, éventuellement. Donner de l'évasion aussi à toutes vos créatures, ça paraît pas mal. Donc donner par exemple le piétinement à toutes vos créatures qui ont une force de 4 ou plus, avec notamment le soulèvement de Garruk, hein, bien sûr. Bah, ça paraît bien parce que c'est des choses qui vont arriver assez rapidement. Mine de rien, Bess, gagner 3 marqueurs, ça a l'air quand même assez facile. Hein. On a des sorts qui permettent de faire 3 jetons 1-1, qui sont assez communs en fait, en vrai. Le gros souci derrière, en fait, ça va être de donner cette capacité d'évasion pour éviter de se dire ah ouais, j'ai plein de créatures, mais en fait, elles vont se retrouver bloquées derrière, ou je saurais pas si je vais attaquer parce que j'ai pas envie de perdre mon commandant ou telle créature. Ah bah oui, en effet. Après, challenge, parce qu'il n'est pas marqué jeton quand même sur Bess. Non. C'est jouer des 1-1 qui ne sont pas des jetons et qui sont utiles quand même dans le deck. Pourquoi pas? Donc il y a d'autres façons de le... Ça marche. Oui, c'est vrai, le Elfe de Lenovar, on peut s'amuser à jouer tous les dorks, donc ça paraît en effet pas mal. Mais du challenge aussi là-dessus. Alors maintenant, on va passer au commandant réédité. Avec le premier qui peut être le commandant du deck, Gaiji l'Honoré, qui coûte 2 Enaya. C'est une créature légendaire bête. Et qui dit, à chaque fois qu'une créature attaque un de vos adversaires ou un Planeswalker qu'un adversaire contrôle, cette créature gagne +2/+0 jusqu'à la fin du tour, et c'est une 4/4. Ouais, Gaiji qui nous vient de Alara, hein, si je me trompe pas. Ce qui est très drôle du coup, parce que comme c'est un retour aux tricolorités alliées dans New Capenna, et que Alara était justement là où on les avait eus en force, bah c'est assez drôle de le retrouver ici. Mais en dehors de ça, de ce petit côté un petit peu amusant, Gaiji est un commandant assez fort, hein, ça, moi je l'aime beaucoup. Il est très politique en fait. Un peu à la manière de Edric, de l'autre côté, qui est plus sur la pioche, voilà, en bleu-vert, tranquille. Ici, Gaiji, lui, il est vraiment sur la puissance brute et dire à tes adversaires « Hey, t'as vu, si tu l'attaques, tu lui mets encore plus cher. Tu vas l'attaquer lui quand même. Puis moi, j'ai une grosse 4/4, qu'est-ce que tu vas faire, hein ?» Voilà. C'est le genre de truc, en fait, où il est très politique, et je l'aime beaucoup. En plus, il y a plein de créatures qui existent aujourd'hui, qu'on a vu dans Commander Legends, qu'on a vu dans d'autres éditions Commander, qui donnent des capacités, qui donnent la célérité, qui donnent la menace aux créatures qui attaquent vos adversaires. Et écoute, moi je pense que c'est déjà un bon début hein, quand même. Oui. Et on retrouve tout ce côté incitation en fait. Hein. Voilà. Oui, totalement. Qui a l'air de bien prendre dans le Naya, j'imagine. Et après, je précise, ça marche évidemment sur vos propres créatures. Évidemment. Donc, en plus de ça, dans un deck token, +2/+0 à tout le monde, ça a l'air assez rigolo. Et toujours très subtil avec Gaiji. Il est drôle. Regarde-le. Oui. Il a l'air d'être un vrai bout en train. Le commandant suivant qui a été réédité dans le deck, c'est Selvala, exploratrice sur le retour, qui ne peut pas être à la tête du deck puisqu'elle est bicolore. C'est une créature qui coûte 3 mana, dont un vert et un blanc. C'est une 2/4, elfe et éclaireur. Et elle a le pourparler, bien évidemment, dont on parlait tout à l'heure. Vous l'engagez, chaque joueur révèle la carte du dessus de sa bibliothèque. Pour chaque carte non terrain révélée de cette manière, ajoutez un vert et gagnez un point de vie. Chaque joueur pioche ensuite une carte. Ah, c'est une très bonne carte, j'aime beaucoup. Elle permet de ramper un petit peu, mine de rien, c'est pas négligé, ça rampe. Le gain de points de vie est relativement anecdotique, mais toujours intéressant. Et ça vous fait un outil de pioche supplémentaire qui sera rarement géré parce que vos adversaires aiment piocher aussi. Donc non, c'est un petit commandant que j'aime bien retrouver ici, en plus qui n'avait pas été réédité non plus depuis Conspiracy. Si, il avait une réédition. Commandant 2016, il me semble. Ah, c'est possible. Ouais, c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait déjà son fameux nom en français qui est... Voilà. L'exploratrice sur le... Voilà. Mais alors, je dirais aussi autre chose. CEDH. Oui. Oui, voilà, non, la petite blague, en fait, c'est la capacité de pourparler de Selvala, c'est une capacité de mana, donc une capacité à laquelle les adversaires ne peuvent pas répondre. Voilà. Donc vous le saurez, c'est un point de règle, comme c'est une capacité de mana, il n'y a pas de réponse possible, même si derrière il y a le fait que les adversaires, enfin que tout le monde révèle ses cartes, qu'il y a du gain de points de vie, qu'il y a de la pioche. On s'en fout, c'est une capacité de mana, allez vous faire foutre. Voilà. Voilà, vous le saurez pour vos parties où vous jouerez avec Selvala. Et maintenant on s'attaque au commandant monocolore réédité avec Kazul, tyran des falaises. Donc il coûte 3 et 2 rouges. C'est une créature légendaire ogre et guerrier qui dit qu'à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle attaque, si vous êtes le joueur défenseur, créez un jeton de créature 3/3 rouge ogre, à moins que le contrôleur de cette créature ne paie 3. Et c'est une 5/4. Grand classique Kazo là. Très très grand classique, des decks pile fortes et du coup maintenant des decks incitation, on peut dire ça. Oui. Avec ce côté, oui bah vous m'attaquez pas sinon je fais les ogres. T'es là ok.
Surtout que en fait ça va vraiment dissuader les adversaires qui ont des créatures un peu moyennes en termes de taille, parce qu'une 3-3, mais de rien, on est dans la moyenne au niveau des forces et endurance de créatures. C'est quand même un gros jeton aussi, il faut le dire. Donc oui, Kazul il a ce petit côté très pilo forte, mais pilo forte agressif, qui va très bien en fait avec l'envie du deck d'être jeton, agresseur, et en même temps d'être un peu politique. C'est l'idée, puis il faut pas oublier aussi un truc important, bah Kazul, 5-4 quand même, ça tape fort. Et oui, je pense qu'il dissuadera beaucoup de vos adversaires de vous attaquer. Et si vous avez des tokens à côté, d'autant plus. Autre commandant monocolore en rouge qui est hérédité, celui-là c'était un peu une surprise, c'est Zurzot, cavalier du chaos, une créature légendaire diable qui coûte 3 mana dont 1 rouge, c'est une 2-3, et à chaque fois qu'un adversaire pioche sa première carte à chaque tour, si ce n'est pas son tour, vous créez un jeton de créature 1-1 rouge diable avec, quand cette créature meurt, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. À chaque fois qu'au moins un diable que vous contrôlez attaque au moins un joueur, ces joueurs et vous piochez chacun une carte, puis vous défaussez d'une carte au hasard. Bah, il est très sympa, complètement inattendu en effet, mais sa génération de tokens en commandeur de base, elle arrivera de temps en temps. Elle est pas négligeable, et le simple fait que si lui attaque, ça fait piocher votre adversaire, et donc vous créez un token avec, fait qu'il génère lui-même ses premiers tokens pour ensuite continuer cette génération et pouvoir pinguer vos adversaires en plus de créer des petites bêtes qui peuvent faire mal, et il vous fait piocher, ce qui est toujours un bel avantage. Ça sent le snowball à plein nez. Et donc le dernier commandant du pack en monocolore qui a été réédité, c'est Arasta de la Toile sans fin. Elle coûte 2 et 2 verts, c'est une créature enchantement légendaire araignée. Elle a la portée, et à chaque fois qu'un adversaire lance un sort d'éphémère ou de rituel, crée un jeton de créature 1-2 verte araignée avec la portée. Et c'est une 3-5. Alors, sérieusement, Arasta c'est pas forcément un commandant qui est très populaire en tant que commandant. Mais il faut avouer, aujourd'hui de plus en plus, il y a des gens qui le jouent dans les decks. Parce que, il y a le côté anti-vol, avec la portée, qui est... parce que bon, c'est quand même un bon body, hein, une 3-5 portée pour 4, c'est plutôt pas mal. Il y a ce côté aussi anti-éphémère et rituel, où on fait de la création de jetons. Donc, autant je l'ai pas aimé à sa sortie, autant aujourd'hui je l'accepte de plus en plus, en fait, en vrai. J'ai un avis très similaire à toi, je l'aimais pas du tout au début. Et c'est vrai que, oui, ça marche bien quand les adversaires vont commencer à vouloir piocher, contrer ou autre. Vous en profitez tranquillement dans votre coin, vous êtes dans votre toile et vous posez des petites araignées pour plus tard. Et au moment portant, vous pourrez les lancer sur vos adversaires sans trop de difficultés. Elle est très bien dans le pack. Je rajouterai un petit détail, bien évidemment, là je vais sortir un petit peu du commandeur 2 secondes, mais c'est quand même un commandant qui est joué aussi dans d'autres formats en side. Oui. Donc c'est quand même dingue, donc ça veut dire qu'il y a quand même cette utilité de l'araignée. On va maintenant passer aux autres nouvelles cartes du deck, donc celles qui ne sont pas des commandants, mais qui envoient quand même du lourd, hein, on va pas se mentir. Et on est parti avec le blanc, et on est parti avec le chauffeur du patron, une créature elfe et citoyen 0-0 qui coûte 5 mana dont 1 blanc. Et en fait elle arrive sur le champ de bataille avec sur lui un nombre de marqueurs +1/+1 égal à 1 plus le nombre d'autres créatures que vous contrôlez. Et il a l'alliance également, à chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez un marqueur +1/+1 sur le chauffeur du patron, et quand il meurt, créez un jeton de créature 1-1 verte et blanche citoyen pour chaque marqueur +1/+1 sur lui. Alors je l'aime beaucoup, parce que bon, déjà quand on voit sa tête, c'est le genre idéal, hein, il faut le dire, on l'adore. Mais ses capacités, au secours, les bêtises que ça peut faire. Parce que vous le jouiez quand vous avez déjà beaucoup de tokens, auquel cas il grossira très vite. Et donc à sa mort vous produira beaucoup de jetons, ou vous jouez des tokens après son arrivée à lui. Il marche très bien, dans ce pack aussi. Mais je le vois aussi par exemple dans des decks aristocrates par exemple, il peut rentrer je pense. Ouais. Il est un peu cher mais je le trouve vraiment sympathique. Il doit probablement avoir des boucles de réanimation possibles avec lui en fait, je pense, dans l'absolu. Il doit avoir moyen de faire des boucles de réanimation et de sacrifice autour de lui, plus avec les jetons qu'il crée en fait, avec les moyens sacrifiés derrière qui font du mana. LOL, on parle toujours des mêmes, oh mon dieu, les hôtels, achetez-les. Voilà, tout ça, c'est un peu toujours la même rengaine. Mais bon, il faut dire que aristocrate et sacrifice fonctionnent toujours avec. Mais ici, le chauffeur du patron, il fonctionnerait assez bien avec. Ça demande un setup particulier. Il faut quand même un certain nombre de créatures, mais c'est faisable.
Et derrière, tu parlais des decks jetons, mais c'est vrai que même dans un deck Winnie White, hein, juste dire, Oui, c'est vrai. j'ai plein de petites créatures, même un petit deck Boros avec plein de petites merdes, là tu l'as, ah, vas-y j'en mets plein partout, et ben c'est dégueulasse ce que je viens de dire, le chauffeur du patron, en fait, il est bien aussi, parce que derrière, il va juste miser en disant, ok, bah il y a plein de créatures, c'est génial, je vais pouvoir arriver en jeu, gagner ses marqueurs, et derrière, quand je pars, bah, je refais à nouveau des créatures. Donc finalement, c'est presque un stockage aussi contre les Vras. Ouais. Puisque bah derrière, ah bah tu fais une Vras, ok, mais j'ai mon chauffeur du patron, je vais refaire des jetons tout de suite. Donc c'est une bonne chose. Ça me rappelle un petit peu, Elenda dans le même genre. Oui, ça rappelle un peu dans le style. C'est un peu le même genre avec ce côté très je stocke dessus et puis ensuite bah tu le tues, pas de problème. Voilà. Mais très sympathique, oui, il est bien ce chauffeur du patron. Et donc maintenant nous avons le grand crescendo, donc pour X et de blanc. C'est un éphémère qui dit créer X jetons de créatures 1-1 vertes et blanches citoyens, et des créatures que vous contrôlez acquièrent l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Ok, là il y a beaucoup de choses, à dire dessus. C'est un éphémère déjà. Oh mon dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Wizards, arrêtez, non. C'est fort, c'est très très fort, parce que on peut l'utiliser en tant que tricks de combat pour dire ah, mes créatures sont indestructibles, ou alors comme tricks tout court pour éviter une Vras. Ah bah pour 2 blancs, mes créatures sont toutes indestructibles. T'es là, ah, ok, d'accord. Je vous rappelle qu'on a juste un sort à 0 qui permettait de rendre toutes nos créatures indestructibles. Là on est sur un sort qui coûtera que 2 blancs. Bon, ok. Et la génération de jetons en éphémère, c'est toujours fort, parce que c'est juste, ah, ça va bientôt être mon tour, ok. J'engage tous mes manas, et on est parti. Là, ok, d'accord. Ça peut être utilisé comme tricks de combat pour avoir des bloqueurs, ça peut être utilisé, voilà, juste pour faire les jetons avant le tour. Après, je trouve ça dommage de pas utiliser l'indestructible, mais en fait, c'est un générateur de jetons en éphémère, donc j'ai rien à dire, c'est fort, quoi. Après, pour indestructible, si tu joues Fabine à côté, là oui. Ça marche. Oui, ça marche bien, en effet, puisqu'elle donne la célérité. C'est vrai que là, ça devient très très fort. Mais, what, quoi. La puissance. C'est juste génial. Je pense que même en dehors des decks jetons, juste ce côté, pour 2 blancs, je rends mes créatures indestructibles, ça va intéresser du monde. Oui. Et si vous avez besoin en plus d'avoir quelques tokens, vous pouvez les faire pour vous protéger d'un deck jeton. Oh merde. Qu'avons-nous fait? Ta propre médecine. Non. La prochaine carte blanche et la dernière dans ces nouvelles cartes, c'est l'ordonnateur de cérémonie, un rhinocéros et druide, 3-4 qui coûte 4 mana dont 1 blanc. Au début de votre entretien, chaque adversaire choisit argent, ami ou secret. Pour chaque joueur qui a choisi argent, vous et ce joueur créez chacun un jeton de trésor. Pour chaque joueur qui a choisi ami, vous et ce joueur créez chacun un jeton de créature 1-1 verte, blanche et citoyen. Et pour chaque joueur qui a choisi secret, vous et ce joueur piochez chacun une carte. Alors j'aurais qu'une chose à dire, Paradox Ace. Bon, plus sérieusement. La blague. Je l'aime beaucoup. Bon, déjà j'adore sa tronche, je suis désolé, je peux pas m'empêcher de dire je l'aime. Mais c'est très politique, ça vous permet de faire beaucoup de choses politiquement, parce que vous pouvez ramper, vous pouvez piocher, ou faire des créatures. En mono blanc, pour les gens qui les râlent toujours, ça marche très bien. Non. Et vos adversaires, ils auront pour leur propre intérêt généralement de vous dire peut-être un token, mais vous jouez le token, donc peut-être pas tant que ça, mais un trésor c'est chiant, et piocher c'est chiant, donc dans tous les cas ils vous mettent bien. Et, on l'aime bien, c'est un bon Rhino. Je pense qu'on peut le jouer dans beaucoup de decks en fait. Moi, ce que je voyais tout de suite, c'est les decks politiques et les decks group hug. Donc, tous ces decks qui veulent justement donner des avantages aux adversaires en récoltant eux-mêmes des avantages. Ça me semble être très adapté. Et ça me semble adapté aussi au deck, à l'idée du deck de base, hein, avec ce côté incitation un peu politique qui existe aussi. C'est très intéressant. Derrière, je pense que justement, si vous le sortez d'un deck jeton et que vous jouez justement dans ce type de deck, les gens vont avoir tendance plus là à vous donner les jetons qu'à vous donner les trésors et la pioche. Mais en même temps, ça vous permet d'avoir des bloqueurs éventuellement si eux ne tiennent pas leur deal et s'ils commencent justement à vous attaquer. Donc, ça sera pas aussi efficace dans un deck non jeton, mais les jetons restent quand même intéressants. Ça reste très fort. Voilà, ça reste très fort. En fait, ça me rappelle aussi à côté les offres tentantes. Les sorts offres tentantes qui proposaient aux adversaires de faire une action, et du coup, toi, tu la refaisais autant que le nom d'adversaire. En fait, c'est toujours pareil, c'est comme le vert qui permet de ramper, c'est que les adversaires vont être tentés, ils vont se dire « Ouais, mais attends, ramper
alors que je joue pas éventuellement la couleur pour ramper, et avoir un terrain spécial qui m'est offert, c'est intéressant. Et là, il y en a qui vont se dire, putain, mais attends, piocher une carte quand même, faire un trésor. Ah, je vais quand même le faire, quoi. Donc ouais, ça a l'air... pour eux, ce sera beaucoup plus intéressant, en fait, de choisir le trésor et la pioche, et ça risque de les tenter à certains moments. C'est là où on reconnaît le côté politique, hein. Voilà, c'est... Ça fonctionne bien. Il est bien, ce Rhino, il est bien, il est tellement bien. Mais jouez-le, jouez-le. J'aurais juste une chose à dire aux traducteurs de Wizards, enfin, pour le français. C'est pas très poli ce que vous avez fait. Vous et ce joueur. Non, ce joueur et vous créez chacun un jeton. Merci, voilà. La politesse, la langue française, tout ça, voilà, bref. Sur ce, continuons. Et maintenant, on va partir sur le rouge avec le plaisir. C'est un rituel pour 3. Il dit qu'à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez attaque ce tour-ci, créez un jeton de créature 1-1 verte et blanche citoyen qui est engagé à attaquant. Mais c'est aussi une carte qui est excès, qui est aussi un rituel avec la répercussion, qui peut donc être lancé depuis le cimetière. Et qui dit créez un jeton de trésor pour chaque créature que vous contrôliez qui a infligé des blessures de combat à un joueur ce tour-ci. Mais c'est pas facile à lire sur le côté. Hein. Ouais. Très puissant. Quand on a regardé la carte, j'étais là, ouais, ça a l'air sympa, et puis tu regardais que c'était là. Mais alors, qu'est-ce qui se passe, voyons. Ouais. Surtout qu'en fait, les deux coups peuvent se cumuler très facilement sur un seul tour de jeu. Là où c'est vrai que les anciennes répercussions, celles de Amonkhet, je vais se souvenir qu'il y en a beaucoup qui étaient synergiques, mais en fait, il fallait attendre un tour pour pouvoir l'utiliser l'autre partie, parce que ça demandait vraiment beaucoup de mana. Souvent. Là, on retrouve ce côté avec plaisir excès où le but c'est vraiment, ok, je vais attaquer comme un gros bourrin, et ensuite derrière, je vais piocher beaucoup de cartes. T'es là, pardon, je vais piocher beaucoup de cartes, je vais faire beaucoup de trésors. Mais voilà, vous avez compris, c'est un énorme sort de rampe en fait qui vous coûtera 5 mana et qui demandera d'avoir un setup de créature quoi. Mais, enfin, c'est aussi un créateur de jetons quoi, donc il y a tout quoi, ça génère un board et ensuite derrière ça génère les jetons. Enfin, les trésors. C'est trop fort. Je trouve ça vraiment trop fort. Dans les packs où vous avez beaucoup de créatures, pas que token, de manière générale, tous les packs qui ont beaucoup de créatures, vous avez aucune raison de pas le jouer parce que ça vous en pose plus. Et oui, ça peut vous faire tellement de trésors, mais une quantité stupide. C'est génial. Ouais. La carte suivante, c'est le bout en train, une créature élémentale 0-1 qui coûte 4 mana dont 1 rouge. Elle a l'initiative, le piétinement et la célérité. Chaque fois qu'elle attaque, il gagne plus X plus 0 jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de créatures que vous contrôlez. Et quand il arrive sur le champ de bataille, si ce n'est pas un jeton, chaque adversaire crée un jeton qui en est une copie. Et les jetons sont incités pour le reste de la partie. Alors, là à nouveau, petit tacle léger au traducteur, mais c'est quoi cette traduction, le bout en train? Je sais plus ce que c'est en anglais, mais ça a rien à voir du tout. C'était pas Life of Party? Oui, Life of Party, c'est Life ça. of Party. Alors, peut-être que c'est une expression américaine qui veut dire strictement bout en train, mais j'y crois moyen. Mais outre le nom pas très fou, j'aime beaucoup cette carte, elle m'a fait beaucoup rigoler. Parce que bon, de rien, ça peut rapidement faire une carte qui tape très fort. Avec initiative piétinement en plus, c'est extrêmement fort, c'est l'hérité évidemment. Et le fait que vous donniez des tokens qui soient incités toute la partie, bah, ça fait que vous avez pas les craintes de suite, ils ont qu'un endurance, donc plus de ça, il y a peu de chances qu'ils survivent longtemps à vos adversaires. Donc vous leur donnez une puissance de frappe, qui vous sera pas redirigée, donc c'est bien, faut juste attendre avant d'attaquer. Attaquer le tour où il arrive, bah, il va se faire bloquer par l'autre bout en train chez l'adversaire. Donc laissez vos adversaires s'entre-attaquer avec, parce qu'ils n'ont pas le choix. Et ensuite, vous attaquez quand la voie est libre. Ce que je trouve un peu dommage avec le bout en train, en fait, c'est que j'aime bien l'idée, j'aime beaucoup l'idée derrière, même, c'est vraiment une carte qui m'intéresse beaucoup, mais aujourd'hui, on a tellement de jeux qui jouent autour du sacrifice que c'est vrai qu'il y a quand même ce côté où tu vas donner un élément à sacrifier en plus aux adversaires. Et bon, après tu te diras, bon voilà, c'est juste, des effets d'aristocrate qui vont se déclencher une fois de plus, c'est loin d'être la galère. Mais ça tue un peu toute l'envie de voir les bouts en train tous en jeu en fait. Parce que c'est quand même un peu l'objectif, se dire ok bah j'ai mes bouts en train qui sont partout, et du coup bah ils vont s'attaquer entre eux, et malheureusement si les adversaires ont moyen de la sacrifier, ben c'est un peu la merde quoi. Donc voilà, c'est le truc qui me dérange un petit peu là-dessus. Mais surtout si un joueur a un Greater à côté, oui. C'est problématique. Oui aussi, ceux qui peuvent abuser un peu de la force de la créature, tout ça, ça peut être un peu violent. Et nous avons maintenant le trésorier de la chambre rose. Il coûte 4 dont un rouge.
C'est une créature ogre et guerrier. Et en capacité, il a l'Alliance. À chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, créez un jeton trésor. Si c'est la première ou la deuxième fois que cette capacité s'est résolue ce tour-ci. Sinon, vous pouvez payer X. Quand vous faites ainsi, le trésorier de la chambre rose inflige X blessures à n'importe quelle cible, et c'est une 4-3. What the fuck? Alors déjà, on est en train de nous dire, ok, là, il y a un mini Birgi qui est en jeu. Quoi, pardon? Excusez-moi. Stop! Non, alors ça va, c'est encore que les deux premiers déclenchements, en fait, de l'Alliance qui vont créer ces jetons trésors, encore heureux. Tous les suivants vont avoir cette fameuse capacité de... Ah ben, en fait, je mets X blessures, quoi. T'es là... Mais je mets X blessures où je veux. Et c'est lui qui met une X blessure, donc il y a beaucoup de choses abusables. Moi, je pense, truc un peu basique, hein. Lien de vie, contact mortel... Et là, j'ai une petite inspiration, j'ai l'esprit d'Emeric qui descend et qui me murmure à l'oreille « Infection ». Voilà, donc c'est ce petit côté infection aussi qui peut fonctionner, qui peut facilement tuer les joueurs en fait. Oui, voilà, il y a 2-3 abus possibles. Après, ça peut simplement être une créature qui va permettre de gérer d'autres menaces, d'autres éléments un peu chiants. Parce que bon, voilà, si vous générez beaucoup de trésors, que vous avez beaucoup de mana, ça peut être tout à fait adapté d'utiliser le trésorier pour dire « Ok, je vais me permettre de gérer un petit peu à droite à gauche ». D'ailleurs, je pense à un truc à la con, complètement débile. Un deck guerrier, avec le trésorier de la chambre rose dedans, et avec Mana Echoes à côté. Où t'es là, du coup tu joues des guerriers, donc du coup ils créent des trésors, et ils créent du mana avec Mana Echoes, et t'es là... Au secours. Oh là là. Et avec Molten Echoes à côté, histoire de faire des tokens à chaque fois que tu joues un guerrier. Ouais, c'est... What the fuck, quoi. La bêtise. Ouais, j'ai des idées à la con des fois. Ouais, mais elle marche. Ah ouais, ça marche, voilà. Mais ça peut fonctionner dans ce genre de deck aussi, et donc c'est envisageable. Donc ouais, ça m'a l'air fort, quoi. La nouvelle carte suivante, c'est la dernière du rouge, ne vous inquiétez pas, il y a des bonnes choses ensuite. C'est saisir l'occasion, un rituel qui coûte 3 dont 1 rouge. Chaque adversaire choisit célébrité ou fortune. Pour chaque joueur qui a choisi célébrité, acquérez le contrôle d'une créature que ce joueur contrôle jusqu'à la fin du tour, dégagez ces créatures et elles acquièrent la célérité jusqu'à la fin du tour. Pour chaque joueur qui a choisi fortune, vous piochez une carte et vous créez un jeton trésor. Ça me rappelle quelque chose cette carte. Vaguement. Ah, je crois que ça commence par Expro et ça finit par Priette, c'est ça? Un petit peu, ouais. Ça coûtait plus cher, par contre. Beaucoup plus. Mais c'est une très bonne carte, parce que bon, globalement, peu de joueurs choisiront le premier mode pour vous piquer les créatures adverses, parce que ça veut dire que vous pouvez aussi les faire mourir via du sacrifice ou en attaquant quelqu'un. Donc il y a déjà ce côté politique-là. Et souvent, les gens vont choisir Fortune, mais ça implique vous faire piocher et faire un trésor, c'est très bien. C'est assez fort, je pense que généralement vous pourrez facilement piocher 2 cartes et faire 2 trésors parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui vous donnera un vieil elfe de Llanowar qui sert à rien. C'est ça. Mais c'est une bonne carte pour 3, la value qu'elle fait est excellente. Elle peut même se rentabiliser en devenant gratuite et vous faisant piocher 3 pour 0. Ah mon dieu, Ancestral Vision. Oh non. Ah là là. Nous ici. Terrible. Ouais. Après, moi ce que j'aime bien aussi, un petit détail de règle, voilà, vous savez que j'aime bien faire des petits détails de règles, mais c'est important pour les games. Saisir l'occasion ne cible pas les créatures des adversaires. C'est-à-dire que c'est au moment de la résolution, après le vote des joueurs, du coup vous allez passer à dire « Ok, je vais prendre le contrôle de cette créature-là ». Ça ne cible pas, donc ça passe outre la défense talismanique et le linceul. Et ça veut dire également que les adversaires ne peuvent pas réagir à partir du moment où vous avez... où il y a eu les votes, vous choisissez la créature dont vous allez prendre le contrôle. Ils peuvent pas réagir à ce moment-là parce qu'on est dans la résolution encore du sort. Donc voilà, c'est mort pour eux. Donc ouais, c'est assez violent hein, comme carte. Je trouve ça vraiment débile. Je pense qu'il y a beaucoup de decks qui pourraient s'en servir. Éventuellement les decks qui jouent un petit peu aussi de la prise de contrôle des créatures adverses comme ça. Il y en a quelques-uns qui peuvent l'utiliser, mais waouh. Ou même un Spellsinger copie, parce que copier saisir l'occasion, ça mon dieu. Oh non, pas ça. Un petit Krak Sakashima. Oh là 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 là, au secours. Oh les bêtises. Oui, beaucoup. Et donc maintenant on va s'attaquer au vert avec 5 rustés. Pour 6, dont un vert, c'est un éphémère qui dit créer, engager, un jeton de créature 4-4 verte, rhinocéros et guerrier pour chaque créature engagée que vous contrôlez. Alors ce qui est drôle, c'est que si jamais tu t'arrêtais avec les 2 premières lignes, ça avait l'air extrêmement mauvais. Ouais. Et c'est les 2 dernières qui font
What? Au secours. Ah! Et là, en fait, on voit un peu le lien dans ce deck entre les petits jetons de début de game et les gros jetons de fin de game qui sont là pour terminer. Parce que ça a l'air quand même assez violent, hein. C'est énorme. C'est vraiment énorme parce que moi, il y a un truc auquel je pense, c'est le rituel de cryptolite qui permet d'engager vos créatures pour faire du mana. Ça paraît quand même pas mal avec ce genre de truc à côté où tu dis « Ah bah je vais engager 6 jetons pour faire 5 rustés en éphémère. » Ok. Et puis parce qu'on l'a pas beaucoup fait, mais ça marche très bien avec le commandant principal Kit Kanto. Oui. Non, c'est excellent. Puis en éphémère, ils arrivent à engager, mais vu que c'est un éphémère, vous gardez vos 6 mana et fin du tour adverse. C'est ça. Hop, voilà. C'est un éphémère, quoi. Honnêtement, enfin... Il y a tout. Il n'y a pas de défaut, en fait, sur cette carte, à part le... Non. Oh, ils arrivent à engager. Mais en même temps, enfin... Comme oui. c'est en éphémère, c'est plus un problème. Oui, plus vraiment. Après, heureusement, hein, parce qu'en fait, tu te dis... attends, je peux faire des jetons dégagés en éphémère qui peuvent bloquer derrière? Pardon? Non, quand même pas. À l'aide. Oui, non. Oui, là, il y aurait eu un peu trop de débilité. Mais c'est déjà une carte très forte, en fait, en soi. Après, je dirais juste, si ça vous embête vraiment qu'ils arrivent à engager, amulette de vigueur, ça marche. Oui, voilà. La carte suivante en verte, c'est le service qui tue. Un enchantement qui coûte 3 dont 1 vert. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous créez un nombre de jetons nourriture égal au nombre d'adversaires que vous avez. Au début de votre étape de fin, vous pouvez payer 2 et sacrifier un jeton. Si vous faites ainsi, créez un jeton de créature 4/4 Rhino des guerriers. Bah, on reste dans le même principe que s'incruster, c'est... On voit à quoi servent les petits tokens à être sacrifiés pour faire des gros rhinos. C'est très bien. Le petit apport de nourriture, si vous avez besoin de points de vie en urgence, ça c'est toujours sympa, mais sinon vous allez juste les sacrifier pour les transformer en rhinos, et c'est très bien. Complètement. Ce que je regrette, alors il y a 2 choses que je regrette avec cette carte. C'est la première, il n'y a pas de jeton rhino avec ce magnifique costume de serveur. Voilà, ça c'est ma grosse déception du moment. Et la seconde, c'est que ça ne trigger qu'au début de ton étape de fin à toi. Oui. Donc tu peux pas le faire non plus 36 fois. Je trouve ça... En fait, je comprends l'équilibrage. Derrière, c'est une fois par tour de table, mais en même temps, tu dois payer 2 mana aussi. T'es là, oui. Ouais, d'accord. Mais ça coûte que 3 à jouer, c'est paradoxal. Voilà, il y a plein de choses, j'aurais peut-être vu un peu différentes, mais c'est une bonne carte en vrai, voilà. Tous vos jetons de trésor, food, les indices, tout ça, vous pouvez les utiliser. En plus, on est dans une couleur, là, avec le service qui tue, qui peut utiliser les 3, donc t'es là, oui. Ok, d'accord. Et on parle juste des jetons utilitaires, hein. On peut parler des jetons 100, plus derrière, on peut parler des jetons de créature 1-1, il y en a plein. On a Si pas vous fini. voulez être idiot, vous mettez à Academy Manufactor à côté, comme ça vous fait 3 food, mais aussi 3 trésors et 3 indices. Oh mon dieu. Bon, et la carte suivante, c'est le sceptre de célébration pour 3 et 1 vert, c'est un artefact équipement. Il dit que la créature équipée gagne +2/+0 et a le piétinement. À chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur, crée autant de jetons de créature 1/1 verte et blanche citoyen, et il a équipement pour 3. Ok, alors j'avoue que la première fois que je l'ai lu, j'étais en mode « Oh !» Parce que c'est quand même relativement violent de faire un nombre de jetons équivalent au nombre de blessures infligées. Alors en plus en donnant ce magnifique boost, +2/+0 piétinement, hein, voilà, que certains reconnaîtront comme étant un petit marteau loxodon. Il y a juste le coût d'équipement à 3 qui m'embête. Ouais. Voilà, mais en même temps... C'est bien. C'est justifié. Du coup, pour moi, c'est un bon équipement, mais sans être un équipement complètement débile. Et tu vas pouvoir l'utiliser... c'est encore une fois ce petit lien entre les gros jetons et les petits jetons. Et on le retrouve ici. Là, c'est plutôt les grosses créatures, les gros jetons, hop, qui vont pouvoir refaire des petites créatures éventuellement pour se défendre derrière. Moi, je trouve ça bien, mais c'est pas fou furieux par contre, hein, ça clairement. Mais c'est bien. Oui, c'est synergique, ça fonctionne. Ça peut rentrer dans plein de decks en plus. C'est vraiment une bonne carte en fait. C'est bien. Et pour les joueurs de l'Atril, vous pouvez la mettre dans l'Atril, ça marchera très très bien. La carte suivante, c'est la dernière du vert, hein, et ouais. C'est la ruée de Vivienne, un rituel qui coûte 6 dont 2 verts, et qui dit que chaque créature que vous contrôlez acquiert la vigilance, le piétinement et la mêlée jusqu'à la fin du tour. Donc la mêlée, je rappelle, chaque fois qu'une créature avec la mêlée attaque, elle gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour pour chaque adversaire que vous avez attaqué pendant cette phase de combat. Et au début de la prochaine phase principale, ce tour-ci, piochez une carte pour chaque joueur qui a subi des blessures ce combat ce tour-ci. J'ai qu'une chose à dire, c'est au secours. Au secours la carte. Il y a marqué j'ai gagné dessus. Ouais, ça a l'air de rien en fait, mais la mêlée quoi.
La mêlée. La mêlée. Plus 3, plus 3, c'est puissant. À ça, vous rajoutez piétinement vigilance. Mhm. Vous gardez du bloquant s'il y a des survivants à l'attaque. Vous piochez s'il y a des survivants à l'attaque. Et il y aura rarement des survivants à l'attaque. Non, c'est très bien. En plus, si vous avez la masse critique de token... On a un rituel actuellement qui existe pour 5, dont j'ai oublié le nom, c'est pas Overrun, mais qui existe pour 5 et qui donnait plus 3 piétinement à toutes les créatures. C'est Overwhelming Stampede de mémoire. Voilà, Overwhelming Stampede, en effet, ouais, très bien. Et le truc, c'est que là, la ruée de Vivienne, pour 1 mana de plus, t'as ce bonus gigantesque qui se fait en plus au début de la prochaine phase principale, pas au début de l'étape de fin. Oui. T'es là, mais... What, quoi? C'est juste génial. Voilà. Ouais. Même le coup, il est totalement justifié, il y a rien à reprocher à la carte, je trouve. Ouais, elle est bien équilibrée, et c'est une carte de kill, comme t'as dit. Et donc maintenant, on va passer à la confluence des Cabaretti, qui coûte 6 dont Naya. C'est un rituel qui vous dit choisissez 3. Vous pouvez choisir le même mode plus d'une fois. Le premier mode, c'est créer un jeton qui est une copie d'une créature ciblée que vous contrôlez. Il acquiert la célérité. Sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin. Le deuxième mode, c'est exiler une cible, artefact ou enchantement. Et le dernier mode, c'est les créatures qu'un joueur ciblé contrôle gagnent plus 1/+1 et acquièrent l'initiative jusqu'à la fin du tour. Ok, il y a à boire et à manger dans cette confluence. Déjà, j'ai envie de dire, attention, c'est une nouvelle confluence, le cycle est en train d'augmenter. Oh là là. Donc on avait déjà les confluences monocolores, là on en a une tricolore. What the fuck, quoi. Ici... J'avoue qu'il y en a un qui m'attire plus que les deux autres, mais alors largement plus, c'est quand même le jeton. Oui. Ça me donne des envies en fait de dire, ok attends, tu vois cette créature là? Je fais 3 copies. Allez vas-y. Parce que bon, il paraît que... Vous connaissez le colosse de Pestacier? Parce qu'il est pas légendaire. Voilà, et donc... Avengers Zendikar. Oh là là, mon dieu. Oh, mais qu'est-ce qui va se passer dans cette game, quoi? Donc, ouais, c'est l'enfer, c'est l'enfer. En fait, il y a tellement de créatures dans ces couleurs-là qui peuvent abuser du « Ah bah tiens, je fais 3 copies pour 6 mana ». Créateur ouf. En plus, enfin, c'est quand même assez drôle parce que on n'est pas dans une tricolorité qui copie beaucoup. Le rouge copie un peu, mais le vert et le blanc, non. C'est le bleu, en fait, généralement. Le bleu et le rouge qui aiment bien copier. Mais là, bah non, vas-y, hop, on a cette tricolorité-là qui permet de le faire. L'exil d'artefacts ou d'enchantement, bah, c'est correct, je pense, hein, ça peut permettre de gérer un truc un peu chiant. Le boost, par contre, honnêtement, non. C'est anecdotique. Ouais. En fait, ce que je ne comprends pas, c'est que, déjà, c'est de noter qu'un joueur ciblé contrôle, alors, j'imagine qu'en contrôle de tête, bah voilà, dans des trucs un petit peu par équipe, ça peut être fun. Mais c'est un peu gênant parce que bon, tu vas pas donner +1/+1 et l'initiative à des créatures adverses alors que c'est ton tour. Oui, parce qu'ils en profiteront pas. Bah non, voilà, et puis tu vas pas dire bah vas-y bloque-moi, bah non, voilà. Et le problème c'est que donner +1/+1 initiative à tes créatures, ben c'est pas top en rituel quoi. C'est le genre de tricks de combat que t'aimes bien voir. Ben en fait en combat en éphémère. Donc là il y a peut-être un petit truc qui déconne, mais le premier mode et le deuxième justifient largement la confluence des Cabaretti. La carte suivante, c'est la dernière du multicolore, on approche de la fin des nouvelles cartes. Le partenariat prospère, un enchantement qui coûte 3 dont un blanc et un rouge, et qui dit que quand il arrive sur le champ de bataille, vous créez 2 jetons de créatures, un vert et blanche citoyen, et engagez 3 créatures dégagées que vous contrôlez, créez un jeton trésor. J'adore cette carte, tout simplement. Pas grand chose à dire, elle est bien. Elle vous permet d'utiliser vos créatures si vous n'attaquez pas avec pour faire des jetons trésors, ou si vous avez la vigilance de taper puis de faire des tokens trésors à nouveau. Donc elle vous fait ramper, elle vous pose des tokens d'elle-même. Je la trouve vraiment très bien. Et elle coûte pas cher. Ouais. Moi je me rends compte qu'il y a un petit fuck sur la carte, c'est t'as besoin de 3 créatures alors que moi je t'en crée que 2. Bah, parce qu'ils font des bébés. Ah là là, oh là 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 là, oh bah oui, oh là, le truc imagé et tout. Non mais non, mais nous c'est pas de l'imagé qu'on veut, c'est de la value. Qu'est-ce qu'il me raconte là? Ouais, et puis vu le texte ambiance, ça veut dire donc ils font un enfant, puis après ils vont faire des crimes avec leur gosse. Bah, c'est dégueulasse. Ça rappelle des histoires un peu sombres. Mais oui, en effet. Bon, mais c'est une bonne carte. Et maintenant on va passer au seul artefact, au seul nouvel artefact du pack, le faux plancher qui coûte 4 et qui est donc un artefact. Il arrive sur le champ de bataille engagé. Il dit que les créatures arrivent sur le champ de bataille engagé, et pour 2, et vous l'engagez,
vous exilez le faux plancher, vous exilez toutes les créatures dégagées, et vous n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. What the fuck? Il y a tellement de trucs sur cette carte. Elle est bien. Elle est bien. Ouais. En fait, on se retrouve face à une carte de Stax, parce que ça fait arriver les créatures engagées, mais c'est symétrique pour une fois. Ouais. Mais en même temps, qui dit que les créatures dégagées, elles vont prendre cher, quoi. T'es là, ok, d'accord. Alors, c'est une incitation à l'attaque, et en même temps, les capacités activées, ça marche aussi, et voilà. C'est assez étrange. En plus, je me dis que avec Fabine, c'est anti-synergique parce qu'elle donne la célérité aux jetons, mais s'ils arrivent engagés, ils vont pas faire grand-chose, quoi. Ce que je veux dire, Ouais. c'est le défaut que je lui trouve dans ce pack en particulier. On veut pas que nos tokens arrivent engagés. Mhm. Mais j'aime beaucoup la carte parce que c'est une espèce de disque de Devieniral complètement bourré. Vous avez l'épée de Damoclès au-dessus de tout le monde qui dit attention, tout moment j'exile tout le monde. Mhm. Gaffe à vous. Après, voilà. Oh, faut- avec, Ouais. je viens de réfléchir avec Intruder Alarm. Oui. Tout le monde qui a engagé ses cartes, tu poses une créature, tu fais eh ben non. Allez, hop là. Ouais, c'est vrai qu'avec Oh, une non, trop de trop ralarme, ça devient complètement débile. Mais parce que tu peux t'amuser à dégager toutes les créatures pour les exiler ensuite, quoi. T'es là, ok. Oh, Ah, t'as détruit mon board? Bah écoute, t'inquiète pas, je vais exilier le board de tout le monde maintenant. Oh, Oh la bêtise. fun. Ouais. Après voilà, c'est fun. Je vois pas ça jouer à très haut niveau pour le coup. Non. À part peut-être pour son côté Stax, et encore, le problème c'est que c'est symétrique, quoi. C'est un peu chiant. Bon, les jeux qui jouent Stax, ça les gênera pas trop. Ok. Bon. Et ça fait une vrasse permanente. On va passer aux rééditions, et on a une grosse sélection. Alors, on va vous le dire tout de suite, on va être très sincère avec vous. On a là une petite liste de 12 cartes pour vous présenter un petit peu les différentes synergies du pack. Sérieusement, en fait, on était parti dans l'écriture du script en mode ouais, attends, on va regarder un peu ce qui est intéressant, et on a dit, ah ouais, on va mettre ça, on va mettre ça, on va mettre ça, on va mettre ça. Attends, mais attends, on est en train de mettre la moitié du deck, là. Ah, bon, on va peut-être devoir réduire et parler vraiment des très grosses cartes, des cartes qui sont vraiment intéressantes ou qui n'avaient pas été rééditées depuis un petit moment. Donc voilà, on en est là, on est arrivé à cette liste, mais honnêtement, je vous mets dans la description de la vidéo la liste du deck. Allez la regarder parce que franchement elle vaut le détour en termes de réédition. Ouais. Alors pas forcément des rééditions qui, oh mon dieu, la value, la money, mais juste des rééditions en fait qui sont super intéressantes pour la stratégie et qui sont vraiment puissantes dans celle-ci. Mais on va commencer avec celle-ci. Et les premières rééditions sont en 3 enchantements. On va parler un petit peu de jetons. On va parler de la zone d'éveil, du refuge Felidar et de rassembler la Légion. 3 enchantements assez différents, mais en fait qui ont tous le même principe, c'est à dire ok, à un moment donné, ou lorsqu'il y a une action qui est réalisée, on va gagner des jetons. Voilà. Et c'est exactement ce qu'on veut dans ce deck, c'est avoir des jetons qui arrivent régulièrement, que ce soit à l'entretien, que ce soit en touche terre, ou bien que ce soit à l'étape de fin. Et ils sont très bien, ces 3 enchantements. Ensuite, on va parler de 3 autres cartes, 2 éphémères et un rituel. Donc nous avons Appeler les capes de cuivre, Marche de la multitude et Offrande sylvestre. Là, c'est si vous voulez mettre beaucoup de jetons d'un coup, c'est très bien. Soit Appeler les capes de cuivre ou Marche de la multitude. En tant qu'éphémère, c'est extrêmement fort pour poser beaucoup de tokens en défense. Ou en préparation d'un gros tour aussi. Aussi. Ouf. Et l'Offrande sylvestre, alors elle, c'est une vieille carte. C'était quand la dernière Commande en 2014. C'est la seule édition de la carte. Oh, c'était il y a trop longtemps. C'est une carte beaucoup plus politique parce que vous choisissez un adversaire et vous et cet adversaire allez créer un jeton XX vers Sylvain et vous pouvez choisir un adversaire, un autre en soi, et vous allez créer X jetons 1-1 elfe et guerrier vert. C'est très bon aussi. Ça peut préparer un gros tour, c'est politique, j'aime beaucoup cette carte. Ouais. C'est le genre de carte en fait que vous allez utiliser sur les adversaires notamment qui ont tendance soit à ne pas vouloir avoir plein de petites créatures ou bien à ne pas avoir de grosses créatures. Et en fait c'est un petit intérêt politique quoi, mais c'est toujours à votre avantage parce que vous allez être intelligent sur votre utilisation de la carte. Et ces 3 cartes là aussi avec Bess, c'est monstrueux. Ah oui non mais de toute façon là oui, honnêtement, là, on vous parle que des meilleurs, mais ça, c'est dingue, ce qu'il y a dans le deck. Je suis assez... Maintenant, on va parler un petit peu des cartes qui sont synergiques avec les jetons. Et là, on a 3 qui sont
bien, très bien même, et c'est pas les seuls du deck. On a Idole de l'oubli, Vertu intangible et Champion de l'Embolt. Alors là, complètement des trucs complètement différents. Hein, on a de la pioche, on a du boost, et ensuite on a un truc qui dit « Oh bah attends, moi je mets plein de créatures, donc du coup tout va être imbloquable. » T'es là « Oh, du calme. » Donc bon, c'est extrêmement puissant en fait ces trois cartes-là. L'Idole de l'oubli, on l'avait vu rééditer quelques fois, elle avait été rééditée en commande en 2021 aussi. Et c'est vrai que dès qu'on commence à jouer un tout petit peu jeton, c'est une bonne carte en fait, pour sa première capacité, pas pour la deuxième. Vertu intangible, c'est un gros classique, on a même une version créature qui existe, hein, le Général Fantomatique, pardon. Et Champion de l'Embolt, bah je pense que Wizards aime beaucoup Champion de l'Embolt parce qu'il la réimprime un petit peu en ce moment, donc voilà. Bah, tant mieux. Nous aussi, on l'aime beaucoup, donc... Ouais. Et enfin, pour les 3 dernières cartes, on s'est dit comment on tue avec le deck, bah c'est pas compliqué. On joue Ascension du Maître des Bêtes, Héritage de Dueliste, ou Ballot-Pied de Tonnerre. C'est complètement con. C'est complètement Oui, complètement, oui. Oui. L'ascension du Maître des Bêtes qui fonctionne vraiment avec ce côté... Enfin, pareil pour le ballot, hein, finalement, c'est sur le côté... ah bah j'ai plein de créatures, donc du coup le boost va être gigantesque sur la table. Oui, complètement. L'héritage de Dueliste, lui, il est plus là pour le côté politique, tu vois, avec l'incitation, tout ça, puisque tu peux le faire sur les créatures adverses, t'es là. C'est lol. Non, bon, j'aime beaucoup cette carte. Oui. C'est 3 très bonnes cartes, mais ce ne sont pas les seules, quoi. Non, c'est ça qui est... Voilà, je pense qu'on peut donner un avis global sur le deck avec ça, parce qu'on enchaîne assez bien là-dessus, mais c'est quand même un gros deck. Hein. Ouais, je suis très très heureux de la qualité du pack, des cartes choisies pour le pack. Mon seul bémol sur ce pack, c'est le commandant. Ouais. Il y a un commandant secondaire qui le remplace très facilement, donc c'est pas dramatique. Et mon dieu, les cartes, quoi. En effet, en termes de value pure, on a vu pire par le passé, hein, Coucou Dockside, comment vas-tu? Oui. Mais le deck est juste très qualitatif, quoi. Il y a très peu de mauvaises cartes. J'aime beaucoup le deck, voilà. Ouais, il est... En plus, on n'a pas parlé de terrain parce que j'évite de trop m'attarder sur les mana bases, mais la base de mana avec les terrains a été retravaillée, et pour un deck tricolore, elle est très stable, je trouve, elle est très propre. Alors, c'est pas évidemment la meilleure mana base, on n'a pas eu... oh mon dieu, ils ont mis tous les Ravelands dedans, non. Bon. Bien sûr, on va quand même éviter d'en arriver là, mais... Il y a une certaine stabilité qui est apportée par ce qu'ils ont proposé, et je suis très content. Et je trouve le deck très propre, en fait. Et on peut peut-être le dire, mais c'est probablement un niveau 6, en fait. Oui. Ça, là, il y a eu souvent ces périodes avec les précos où on se demandait 5, 6, 5, 6. Là, je pense qu'on est rentré dans du 6. La question se pose plus. Voilà. Enfin, tant que vous gardez le commandant principal tel qu'il est, probablement ça baisse un peu. Ouais. Par contre, si vous mettez Fabine à la place, là, oui, on rentre dans du 6, c'est indéniable. Et je suis très impressionné parce que on en a pas parlé, mais il y a de l'interaction, on en a vite fait parler avec les nouvelles cartes, il y a de la protection. Oui, le deck contient beaucoup de bonnes choses en fait, c'est assez intéressant et assez surprenant en fait, on se retrouve face à un deck qui est très bien construit et imagine de base quoi. C'est un deck qui a compris le commandeur en fait. Voilà. Après, il y a 2-3 bricoles que vous pouvez changer dedans, mais si je devais le jouer sorti de la boîte comme ça, moi je vous avoue, je serais pas mécontent. Ah non, pas du tout. Voilà. Et pour ceux qui se demandaient, mais c'est quoi le niveau 6? Bah écoutez, allez voir notre vidéo sur les niveaux de deck. Voilà, on en a parlé avec Mogen justement, redéfinir un peu tout ça. Et vous comprendrez, parce que normalement les decks sont de niveau 5, les decks préconstruits. Voilà, mais là, exception. L'une des rares exceptions ici avec ce deck. Et peut-être avec les autres, on en reparlera... dans les prochaines vidéos, bien évidemment. Tout à fait. Et merci de nous avoir suivis pour cet épisode, le premier de cette série de 5, pour parler de tous ces decks. Et bah écoutez, on espère que ça vous a plu, et on espère que vous avez des commentaires à nous faire passer, éventuellement des commandants que vous voudriez voir jouer avec telle ou telle carte, ou alors, du coup, pourquoi pas intégrer de nouvelles cartes dans ce deck-ci. Et votre propre avis sur le deck. En tout cas, nous, on est assez emballés et très satisfaits. Bref, sur ce, on se dit à la prochaine et salut à tous. Bye bye. Salut.